Merci à tous pour votre présence. Effectivement, une journée, on va commencer par parler plutôt de diagnostic. Vous le verrez, un programme de la journée que l'on a construit avec l'ANRU, les services de la DDTM et les équipes locales de Nîmes et de la ville de Nîmes et de Nîmes Métropole, qu'on a essayé très méthodologique. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup, j'imagine, d'entre vous qui ont travaillé sur les démarches de gestion urbaine de proximité jusqu'à présent, très souvent, on peut être dans le grand flou, le grand tout, que beaucoup d'acteurs s'épuisent, et que du coup, face à ça, la clé, quelque part, c'est l'approche méthodologique. Donc ce matin, cette première séquence, on va parler de la question du diagnostic, voire on y reviendra, des diagnostics partagés, collectifs, collaboratifs, et comment tout ça nous amène à identifier de manière partenariale les enjeux et les priorités en matière de gestion, et que l'on va organiser avec un petit dialogue où on pourra partager les premières approches avec Jean et Pascaline du travail qui a déjà été réalisé sur Pisevin et Val-de-Gour. Donc, premier élément clé en termes on va dire de méthode et d'attendu, et qu'Hélène a déjà évoqué en introduction, c'est vraiment de rappeler que le projet de gestion, il a deux volets, et qu'il ne faut pas oublier le premier, qui est le volet la gestion du quotidien. Ce qu'on appelle la GUP du quotidien, la gestion indépendamment du projet urbain. Mais donc, comment est-ce qu'on assure au quotidien, y compris là où il n'y a pas d'ANRU, et peut-être surtout là où il n'y a pas de renouvellement urbain ou d'intervention sur les espaces publics, sur le bâti, etc., une amélioration des conditions de gestion. Et on le verra avec différentes approches. Et puis un deuxième gros volet du projet de gestion, c'est pareil, ce qu'Hélène a bien présenté en introduction, les impacts du projet sur la gestion, et on le verra qu'ils vont être multiples et un petit peu serrés selon les temporalités. Donc voilà, on a repris un petit peu les 5 grandes phases qu'Hélène a évoquées. On va se concentrer d'abord sur l'étape clé des diagnostics. Pourquoi les diagnostics? Parce que finalement, on identifie 4 grands volets sur le diagnostic préalable. La première étape, c'est le diagnostic socio-urbain du quartier au prisme de la gestion. C'est-à-dire que selon la configuration du quartier d'un point de vue urbain, mais aussi d'un point de vue social, en fonction de l'occupation, des densités, de qui vit là, comment on s'y déplace, comment on vit, etc., les enjeux de gestion vont être différents. Donc ce diagnostic, il va vraiment constituer un petit peu un socle pour les projets de gestion, sans pour autant dresser un diagnostic hyper exhaustif, qui de toute façon généralement est déjà le socle, que ce soit sur le contrat de ville ou sur le projet de renouvellement urbain. Ces éléments de diagnostic socio-urbain existent. Mais clairement, quelques questions clés qui vont pouvoir guider ce diagnostic. Le premier, qui est le sujet, bien sûr, de la morphologie de l'habitat, avec des questionnements sur l'impact en matière de gestion, des enjeux de démographie, de densité de population. C'est pas pareil si on a un ensemble de logements avec 800 logements que si c'est de l'habitat semi-individuel. Pour le bailleur, ça ne sera pas la même chose si on a des grands logements dans une tour. L'usage et donc l'usure et donc la gestion de l'ascenseur ne sera pas la même que si on a des petits logements. Quelle est l'organisation foncière et immobilière? Est-ce que les parcelles appartiennent aux bailleurs, à la collectivité, ou comme c'est le cas, on l'a vu sur Nîmes, avec beaucoup de copropriétés, d'espaces aujourd'hui avec des domanialités qui sont peu claires? Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques qui vont être liées aux formes architecturales et urbaines? On verra que c'est un sujet singulier ici sur les quartiers de Pisevin et Val-de-Gour. Est-ce qu'on a des pratiques, des usages des habitants qui vont
nécessiter ou jouer sur les besoins en matière de gestion. Et ça peut être des sujets parfois très spécifiques. C'est nos collègues de Montpellier, de Béziers, de Perpignan, ou avec des fois des pratiques liées à certaines populations qui vont pouvoir voilà, nécessiter des enjeux particuliers. Du coup, sur Nîmes Métropole, Jean et Pascaline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu des singularités de ce territoire et sur ce diagnostic socio-urbain? Quels sont les enjeux en termes de gestion, par exemple en termes de diversité morphologique du tissu urbain, une topographie qui est aussi particulière, singulière, compliquée. Qu'est-ce que ça va entraîner en matière de gestion? Ça fonctionne, oui. Bonjour et bienvenue à tous. Il était peut-être nécessaire, je ne sais pas si sur la zapette, il y a une diapo qui fonctionne ou pas, de vous repositionner, entre guillemets, donc avance un petit peu, avance. C'est une autre présentation. D'accord, c'est après. Tu veux le présenter après? Donc, alors, ce que l'on pouvait dire, donc, parce que j'essaie de, comme j'ai repris le support ce matin, ce que l'on pouvait dire donc, sur le projet urbain, notamment sur Pissevin-Val-de-Gour, hein, Sébastien Ferrat le disait tout à l'heure, hein, c'est un quartier qui a été retenu au titre des 25 premiers quartiers résilients. C'est un quartier qui se trouve complètement à l'ouest, hein, que l'on voit ici sur la carte, hein, qui est de quasiment 16 000 habitants, divisé en deux. Voilà, en deux sous-quartiers, hein, donc là, ce que l'on appelle le quartier de Val-de-Gour, qui est sur la colline, hein, qui prédomine effectivement le Nîmes, et le quartier donc de Pissevin, qui est plutôt dans le creux et sur lequel on intervient très lourdement donc, dans le cadre du projet urbain, qui est un quartier évidemment sur dalle, comme beaucoup de quartiers des années 60, et sur lequel on a une très forte présence de copros extrêmement dégradés, d'où l'intervention lourde de l'EPS dans le cadre de leur code IN pour intervenir sur 2 copros principalement, mais à terme effectivement sur 10 autres copros qui ont besoin d'être très sérieusement effectivement retravaillés. Voilà quelques photos de nos quartiers. Donc vous avez effectivement sur la partie gauche donc le quartier de Pissevin-Val-de-Gour, hein, où on voit qu'il y a un quartier extrêmement dense. Pour vous donner une idée, c'est un quartier qui fait 16 000 habitants, qui pourrait représenter l'équivalent de la 5e ville du département du Gard. Donc c'est pour vous donner à peu près une volumétrie, hein, de la taille et de la densification de ce quartier. Et également, donc, on a après sur les parties est 2 autres quartiers, un quartier de Faubourg qui est le chemin bas d'Avignon et un quartier complètement donc à la limite de la Garrigue, complètement à l'est de la commune de Nîmes, qui compte à peu près 3000 habitants et qui est un quartier effectivement avec une forte présence de bâtiments entre guillemets ou de logements dits industrialisés des années 60 qui vont être complètement détruits, et quartier sur lequel il faut aussi traiter des problématiques comme partout ailleurs, d'écoulement des eaux et des problématiques hydrauliques. Aujourd'hui, en lien avec Pascaline, le vrai sujet, c'est, et je lui laisse la parole, ça va être de gérer effectivement le court et moyen et très long terme sur ces quartiers-là au titre des plans guides qui vous sont présentés. Bonjour, Pascaline Barthélémy-Podor, donc chef de projet du NPNRU Pissevin-Val-de-Gour, donc à la ville de Nîmes. Donc effectivement, donc vous voyez sur la diapo plutôt de droite, hein, le projet urbain tel qu'il a été défini, hein, par le groupement d'urbanistes qui a été retenu. Donc, alors c'est plutôt l'autre plan, Jean. Donc c'est plutôt c'est le projet qui est retenu dans le cadre de la convention NPNRU, donc à échéance 2026. Et dont une centaine d'actions, hein, au sens de l'ANRU, hein, donc, vont être réalisées par l'ensemble des partenaires sur ce territoire. Et donc, les grands enjeux du projet urbain, hein, ça a été effectivement de reconstituer donc, une grande centralité, donc on va dire entre les 2 quartiers, puisqu'on a 2 quartiers, comme l'a dit Jean tout à l'heure, donc le quartier de Val-de-Gour, donc, qui est plutôt sur les collines, et le quartier de Pissevin, hein, qui est plutôt donc, sur un territoire un peu plus, on va dire, un peu moins vallonné.
Mais effectivement, rien que cette topographie pour répondre aux enjeux qui ont été définis tout à l'heure. Donc, on est sur un territoire quand même très collinaire, avec effectivement des constructions qui ont été réalisées donc, dans les années 60-70 sur dalles, avec des viaducs, avec donc des réseaux, un réseau de chauffage urbain donc, qui a été constitué au départ. Voilà, donc des éléments structurants de ces quartiers qui aujourd'hui sont problématiques. Donc, on va devoir démolir donc, toute la dalle de Bussy, démolir les viaducs et surtout donc, tout l'ensemble immobilier de la Galerie Wagner, qui est aujourd'hui le point de cristallisation de l'ensemble des problématiques d'insécurité et de trafic aujourd'hui sur ces emprises-là. Donc, le projet donc, tente effectivement de résoudre un peu ces problématiques. Donc, une grande centralité va être créée sur l'axe Kennedy, donc en repositionnant les commerces de la Galerie Wagner. Et puis, donc sur 4 îlots, donc il y a 4 îlots qui constituent aujourd'hui la centralité Kennedy. Donc Kennedy Sud, Kennedy Nord et l'îlot Cruz, qui est plutôt dans le périmètre de l'EPF, mais qui va être démoli également et qui va faire l'objet de la construction d'un nouvel îlot mixte avec à la fois des commerces ou des services en rez-de-chaussée sur ces 3 îlots et des logements aux étages. Et puis, donc également, il y a une polarité qui va être organisée donc, au sud du quartier Pissevin, une polarité commerciale avec une maison de santé pluridisciplinaire. Donc, pour repositionner également les commerçants de la Galerie Wagner qui sont les commerçants, on va dire, qui ont été retenus dans le cadre d'appel à projet. Et donc la grande intervention dans toute cette centralité, c'était la démolition de la dalle de Bussy, de la Galerie Wagner, du viaduc Pouchini. Donc, toutes ces interventions sont prévues donc, dans le cadre d'une concession d'aménagement que la ville donc, a déléguée à la SPL, à sa SPL Agathe. Et dont les interventions vont bientôt commencer. Donc, effectivement, on a de nombreux projets, donc de nombreux secteurs de projets donc, qui sont notamment situés sur le quartier Pissevin, donc qui vont entrer en phase opérationnelle, qui entrent en phase opérationnelle cette année, et d'ici quelques mois pour certains, et d'ici quelques semaines pour d'autres. Et donc, effectivement, on a plusieurs temporalités et plusieurs gestions à mettre en œuvre donc, sur ce territoire. Donc, il y a également de nombreuses démolitions qui sont déjà engagées par les bailleurs. Donc, on a environ 721 logements qui vont être démolis en comprenant l'avenant appelé et les interventions qui sont complémentaires pour le bailleur Un Toit pour tous. Et donc, effectivement, on a à la fois donc, une gestion de l'attente par rapport à ces démolitions qui va intervenir plutôt sur le quartier de Val-de-Gour, puisque donc d'ici peu, il y a effectivement Habitat du Gard, la tour Avogadro et la tour Jean Perrin donc, sont en cours de démolition. D'ici la fin de cette année, la tour Avogadro sera totalement démolie. Et d'ici l'été 2025, la tour Jean Perrin sera démolie également. Et puis, doit s'enchaîner également la démolition de Pythagore, donc une grande barre de 185 logements par Erilia. Donc, on a tout un espace, effectivement, pour lequel on est en train de réfléchir. On commence à travailler sur des propositions de gestion de cette attente sur ces territoires-là, puisque dans le cadre de la convention, la ville n'interviendra pas encore dans ce programme-là. Donc, il n'y a pas d'aménagements qui sont prévus, ni la démolition des viaducs. Et effectivement, on aura des emprises foncières donc libérées par les bailleurs donc, qui vont permettre donc, certains aménagements, comme des résidentialisations, par exemple. Donc, on a le bâtiment Petit Perrin qui va être d'Habitat du Gard, qui va être résidentialisé sur ces emprises. On prévoit, comme vous le voyez juste à côté, donc un projet à plus long terme, puisque l'ANRU avait demandé effectivement d'avoir une vision de projet urbain à plus long terme, donc à échéance 2040.
Et donc, l'idée était effectivement de poursuivre le travail de cette convention, donc de démolir davantage et de recréer des réserves foncières pour réorganiser, remailler tout ce territoire collinaire et de créer de nouveaux programmes immobiliers pour donc, permettre un parcours résidentiel aux habitants de ces quartiers et d'autres quartiers qui pourraient venir s'installer donc sur le quartier de Val-de-Gour. Ouais, on rebascule. Cassie, si tu peux rebasculer sur le... Merci pour ces précisions sur le projet. Vous avez presque été au-delà du sujet de la situation actuelle, mais du coup, clairement, en synthèse, ça a bien été dit, des sujets majeurs, que ce soit voilà, l'extrême densité de ce site, et qui dit densité dit besoin en transport en commun, dit et voilà, production et donc gestion de la collecte, des ordures ménagères, des déchets, des cheminements, etc. Donc, et toute cette configuration, alors que, voilà, qu'on a peut-être pas très bien vu, mais de circulation sur passerelle, sur dalle, qui vient voilà, rendre toutes les conditions de gestion extrêmement compliquées. Ça marche plus. Donc, merde. C'est pas ça. Hop. Bon, ça marche plus. Non, c'était pas celui-là. J'appuie pas là. On en profite pour saluer David Seyss, la chargée de mission territoriale, qui nous a rejoint. Petite interlude. Voilà, deuxième, non, on revient, voilà. Deuxième volet du diagnostic, le diagnostic, là, non plus socio-urbain, mais le diagnostic de la gestion. Donc, comment est-ce que l'on mesure les acquis, les fragilités en matière de gestion urbaine? L'enjeu, c'est de aussi bien poser que le projet de gestion ne pourra pas tout traiter. Il faut être clair, il faut être transparent, sinon on va mettre le projet de gestion directement en échec. Donc l'essentiel de la gestion va relever du droit commun, des services, des collectivités, des bailleurs qui assurent cette gestion au quotidien. Le projet de gestion, il va vraiment avoir cette vocation après de mettre plus et d'identifier les moyens là où il y a le plus de besoins. Donc ce volet diagnostic de la gestion vise vraiment à identifier quels sont les acquis sur lesquels on va pouvoir prendre appui, les points forts, et puis également les fragilités. Donc quels sont les défis que collectivement on va avoir à relever en matière de gestion, quels sont les points durs. Avec généralement deux approches à développer, souvent une approche territoriale avec une dimension un petit peu cartographique. La situation n'est pas la même selon les différentes parties du ou des quartiers, en fonction justement de la partie de la dimension un peu socio-urbaine que l'on a pu voir. Et puis une approche thématique selon les grands registres, les grandes entrées thématiques qui vont pouvoir mettre en évidence des sujets un petit peu singuliers. Et voilà, sachant que toutes les thématiques ne vont pas forcément être à traiter dans tous les projets de gestion, mais il y a vraiment un enjeu d'identifier les sujets les plus problématiques. Pour cette première approche sur le territoire, on a mené il y a une dizaine de jours maintenant un diagnostic en marchant qui a mis en évidence quelques thématiques prioritaires. Jean, est-ce que tu peux évoquer ce que tu retiens? Non, je voulais juste compléter, c'est que chaque fois que tu viens, il pleut. Mais ça n'est pas un enjeu de gestion urbaine. Quoique, on l'a vu, et ça a été évoqué tout à l'heure en introduction, sur les enjeux de gestion de l'eau, gestion du ruissellement, infiltration, gestion des réseaux pluviaux. On l'a vu, je ne sais pas si on l'a en photo, bah si, c'est la photo de droite,
à un moment donné, on a voilà, des évacuations du réseau pluvial qui étaient bouchées, donc l'accès au centre social où Jean avait mis ses mêmes petites baskets qu'aujourd'hui et il a fini la journée avec les pieds bien mouillés. Mais au-delà de ça, en termes de thématiques, de singularité selon les secteurs, quels sont les éléments que tu retiens de cette les éléments longue que l'on promenade? retient, vous le voyez un petit peu hein, sur la photo en bas sur votre droite, hein, mais je crois que c'est le cas dans tous les quartiers. C'est quand on est dans une phase de démolition, hein, donc, ou de préparation de démolition, on a évidemment énormément d'encombrants. Les gens qui déménagent jettent tout par les fenêtres, il faut être clair, hein, donc il faut se dire les choses. Et beaucoup d'entrepreneurs locaux profitent, hein, entre guillemets, de ces premiers amas hein, de détritus pour continuer effectivement à venir mettre leurs encombrants. D'où la nécessité, hein, au moins à l'échelle de notre collectivité, qui avons la charge effectivement de la collecte et du traitement des déchets ménagers, de passer hein, beaucoup plus souvent dans ces quartiers-là pour traiter au plus vite ces tas d'encombrants pour éviter effectivement que ça continue à s'amasser dangereusement. On le voit sur beaucoup de quartiers. On a évidemment la grande difficulté aussi dans ces quartiers-là, c'est quelle est la limite du domaine public autour d'échelle des bâtiments HLM, qui s'occupe de l'entre-deux. Et c'est ce que l'on a vu en montant en centre social, c'est qu'on a effectivement une équipe hein, qui travaille sur les problématiques, hein, je dirais un risque inondation, mais également les problématiques hydrauliques ou réseau d'eau. Et on s'aperçoit sur des dalles de cet ordre-là que la dalle est propriété effectivement d'un bailleur et les réseaux de canalisation sont peut-être obstrués, personne ne s'en occupe et on se retrouve dans des situations un peu indélicates pour les habitants. Merci. Donc, deuxième gros volet, hein, diagnostic de la gestion, identification des points durs et puis des ressources. Troisième volet du diagnostic, qui est peut-être le plus complexe, qui est même sûrement le plus complexe, ce diagnostic des moyens, il poursuit deux objectifs. Le premier, c'est vraiment de disposer d'un regard un peu stabilisé sur l'état des moyens aujourd'hui mobilisés sur le quartier, mis en regard bien sûr de l'organisation foncière, l'organisation immobilière, pour, le cas échéant, faire ici aussi apparaître hein, les faiblesses, les zones non gérées, des dysfonctionnements dans l'organisation ou la coordination. De manière plus synthétique, c'est vraiment le qui fait quoi, où, avec quels moyens, à quelle fréquence. Et pourquoi je dis que c'est complexe? Parce que bien souvent, on a des moyens qui sont gérés de manière globale. Si on pense à la collecte, elle est gérée de manière transversale à l'échelle de l'agglo. C'est extrêmement compliqué de pouvoir identifier les moyens en termes de nombre de personnel, de coûts, presque de nombre de points de collecte à l'échelle du périmètre du QPV ou du NPNRU. Oui, tu voulais... Oui, non, je rebondissais sur ce qu'on se disait avec Pascaline. Hein. La grande difficulté, mais vous le voyez dans toutes les collectivités, c'est la compétence d'une agglo, la compétence d'une ville. On a effectivement une compétence pour assurer la collecte, mais le nettoiement est une compétence de la ville. Donc après, c'est effectivement entre nous se mettre d'accord sur qui fait quoi, à quel moment et comment on peut se synchroniser. Et il peut y avoir de temps en temps quelques éternuements, hein, notamment parce que on n'est pas raccord sur tout et on n'a pas les mêmes budgets aussi alloués effectivement sur ces quartiers-là pour pouvoir traiter en même temps et massivement effectivement des problématiques de chantier. Tout à fait. Et c'est vraiment, voilà, j'allais dire presque le sujet de base de la gestion et donc des projets de gestion. Et donc cet enjeu hein, du diagnostic des moyens qui, dans l'absolu, doit pouvoir produire en même temps un état du foncier et avec sur chaque parcelle foncière de pouvoir identifier qui intervient où, avec quels moyens, avec quel personnel et dans l'absolu combien ça coûte.
Du coup, voilà, c'est un travail qui est extrêmement complexe parce que chaque organisation a sa structuration, son organisation qui va être différente, avec parfois des moyens qui vont être mutualisés. On le voit chez les bailleurs, certains qui vont avoir encore des antennes, d'autres qui ne l'ont pas, certains qui ont du personnel de proximité rattaché à une agence, d'autres non, etc. Et donc tout ça va générer, j'allais dire, une complexité folle en termes de gestion et donc de réalisation de ce diagnostic des moyens. L'enjeu, c'est aussi de disposer de cet état-là pour analyser le projet urbain et préparer les transformations qui seront nécessaires en termes de besoins de gestion induits pour les transformations urbaines. Et on y reviendra, et ça sera le quatrième volet du diagnostic. Mais donc voilà, on a vraiment le besoin d'avoir cet état des moyens en matière de nettoiement, de collecte d'encombrants, d'entretien des espaces verts, des voiries, en précisant les modalités administratives aussi, puisque ça n'est pas pareil selon que une collectivité fait appel à un prestataire dans le cadre d'une délégation de service public ou gère en régie directement et autres, parce que derrière, les conséquences vont être différentes, y compris quand il va falloir adapter. On y reviendra juste après. Sur Nîmes Métropole, comment on a travaillé? On a une double approche. Une première qui est un travail d'entretien auprès des différents acteurs gestionnaires. Et donc, on a questionné chacun. Comment vous intervenez? Comment est organisée la collecte au sein de Nîmes Métropole? Combien de fois par semaine elle passe? Combien d'agents? Quels sont les véhicules utilisés? Pareil sur le nettoiement auprès des services de la ville. Combien de bonhommes travaillent, avec quel type d'outils, quels espaces sont nettoyés avec des balayeuses à rotation mécanique, où est-ce que ça n'est pas possible d'utiliser ce type, et etc. On essaye d'aller jusqu'à cette finesse-là, y compris auprès des bailleurs, auprès des syndics de copropriété, qui développent eux aussi chacun leur modalité avec différents prestataires. Et donc, on a essayé, alors on est loin d'être abouti sur cette dimension-là, mais d'essayer d'avoir le maximum d'éléments pour, dans l'absolu, essayer de dessiner. Si on devait se donner un objectif commun, ce serait pouvoir de dire, on sait qu'il y a 120 personnes quasiment qui bossent sur la gestion de ce quartier et que ça coûte tant de centaines de milliers, voire de millions d'euros par an aujourd'hui en termes d'entretien, de gestion, de maintenance, etc. Et le deuxième volet, on l'a fait plutôt en atelier. Malheureusement, Pascaline et Jean, vous n'étiez pas là le matin parce qu'il y avait une autre grosse réunion de coordination. On a travaillé sous la forme d'un atelier collectif en mode point de vue partagé sur les moyens, avec une approche par secteur. Donc je vais essayer de pointer, de vous expliquer un petit peu comment on a travaillé. Donc on avait un espèce, c'est pas forcément très visible, de diagramme en radar qui permettait de graduer l'analyse et la perception des moyens en termes de gestion par secteur. Donc on avait un bout ou sur la propreté, sur la collecte, sur la maintenance des espaces publics, la maintenance des espaces privés, le nettoiement des espaces verts, l'entretien des espaces verts, l'enlèvement des tags, etc., etc., la maintenance des réseaux humides. Et collectivement, avec les différents acteurs des collectivités, des bailleurs, les syndics, les conseillers syndicaux, des copropriétés, on estime que sur tel secteur, les moyens sont plutôt important, avec une difficulté qui était de ne pas trop faire le lien avec ce que l'on avait vu la veille lors du diagnostic en marchant, où on avait fait vraiment les constats en termes de gestion. Et donc, on avait fait plutôt le volet diagnostic de la gestion et de toujours raccrocher ça, se dire, là, ce qu'on en interroge, c'est les moyens. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement avoir des endroits où il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisés pour des résultats qui, somme toute, ne sont pas fous. Et on a vu que selon on avait plusieurs sous-groupes, et on a vu que le point de vue était finalement des fois différent selon les sous-groupes. Certains disaient, en vrai, les moyens pour la collecte, ils sont plutôt très bons, plutôt très développés.
Là où un autre groupe disait, ben, en fait, bof, les moyens en termes de collecte, c'est pas foufou. Donc, et on a du coup mis ça en débat et derrière mis ça un petit peu en regard des différents constats que l'on avait posés la veille lors du diagnostic en marchant. Et dernière étape, pas simple non plus, qui est le diagnostic des impacts du projet sur la gestion. Et donc, comment est-ce que l'on va regarder qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce que ça va nécessiter en termes d'adaptation en matière de gestion. On est tous d'accord. Encore 5 minutes. OK. On est tous d'accord qu'en termes de gestion, un projet urbain, il va apporter des transformations radicales. On va le voir un petit peu après avec des exemples sur Pisevin et Val-de-Gour. Transformations qui vont pouvoir relever de plusieurs ordres, des mutations foncières, donc des nouveaux espaces à gérer, soit pour un des maîtres d'ouvrage du projet. Vous avez une démolition qui va être donner lieu à un espace public. C'est un espace qu'un bailleur n'aura plus à gérer, par contre qu'une collectivité va devoir récupérer en gestion et donc à entretenir, à nettoyer, sur lequel elle va collecter les ordures, etc. Mais c'est aussi des changements de fonction et donc d'usage de ces espaces. On pourra avoir après sur le futur parc des Cascades. La galerie Wagner que Pascaline évoquait tout à l'heure, qui est un espace sur dalle avec une galerie commerçante, etc., qui quasiment va être renaturalisé. On va péter les dalles, retrouver le sol naturel, supprimer un certain nombre d'infrastructures et de bâtis qui sont autour. Et ben, du coup, en termes de nettoiement, d'entretien, de collecte, mais également d'animation, de vie sociale, tout ça va devoir être massivement transformé. Et puis un troisième élément sur lequel moi je souhaite insister, qui est celui de la convergence en termes d'ambition de la gestion vis-à-vis des ambitions en termes de renouvellement urbain. Je vais illustrer un petit peu mon propos. Et à travers un petit exemple qui vient d'un peu loin, parce que c'était à Bastia. C'était sur le premier programme en rue, il y avait une volonté du projet urbain que tout le foncier, qui était une grande assiette foncière qui appartenait à l'OPH de Haute-Corse, globalement revienne à la collectivité, et l'urbaniste s'était fait plaisir, avait imaginé un grand parc public qui venait s'installer à travers le quartier. Mais quand les services de la collectivité, notamment le maire de l'époque, découvrent ça, ils disent, ben ouais, mais combien ça va me coûter? Il y avait, je sais plus, 5-6 hectares d'espace vert à entretenir. Il s'est tourné vers ses services, il a dit combien ça va me coûter, combien de bonhommes il faut. Ben non, on annule et on revoit le projet à la baisse. Et quelque part, c'est un peu dommage d'en arriver là. Et donc l'enjeu, c'est on a souvent une qualité urbaine, paysagère, architecturale qui est très forte, portée dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Tout l'enjeu, c'est de se dire l'effort doit être le même en termes de gestion. Et le cas échéant de peut-être, si on sait qu'on ne sera pas en capacité de gérer les espaces, revoir un tout petit peu à la baisse les ambitions urbaines, mais dans tous les cas, que tout le monde soit d'accord et d'équerre sur le fait que les ambitions de gestion, elles vont devoir aussi monter en qualité pour se mettre à la hauteur du projet urbain. Et du coup, une approche ici méthodologique que l'on suggère, qui est une approche par famille d'opérations, et en interrogeant chaque famille d'opérations à l'aune des impacts sur les transformations en matière de gestion à partir des plannings d'opération. Et donc, c'est un peu un des exemples qu'on redéveloppera après et qu'on travaillera en atelier, avec une approche un petit peu chronologique qui permet d'analyser et d'identifier les besoins d'anticipation aux différents moments. On a fait cet exercice en test sur 2 opérations. La première à Val-de-Gour sur une démolition, avec notamment cet enjeu des friches. Peut-être, Jean, si tu veux évoquer voilà, ce qu'il en ressort et comment on a ou vous avez travaillé sur à partir de cette frise chronologique finalement de l'opération.
Oui, bon, on va se retrouver après un atelier là-dessus et il y a Olivier Larochette qui est le responsable de la maison de projet qui a travaillé effectivement avec la population pour imaginer la période transitoire suite aux démolitions que Pascaline faisait tout à l'heure. On va démolir quasiment 300 logements sur une assiette foncière d'à peu près libérée d'un hectare et demi. Une assiette foncière qui va rester libre pendant 10 à 15 ans. Et c'est de voir effectivement pendant cette période-là qui va entretenir, comment on va l'entretenir et comment on va occuper cet espace. Et c'est l'objet effectivement aujourd'hui d'échanges avec les équipes d'Olivier et les habitants pour savoir, et le centre social, pour savoir comment occuper effectivement transitoirement cet espace-là. Et juste un complément, et pas que avec les habitants et les acteurs associatifs, mais aussi avec les acteurs gestionnaires qui devront les entretenir, les maintenir. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi celui-là, hein, c'est de venir faire converger des ambitions, des envies en termes d'usage de nouvelles pratiques et en même temps des moyens en termes de gestion. Et l'approche justement à travers cette frise chronologique, c'est aussi de bien identifier à quel moment il faut se poser quel sujet et quelles questions. Pareil, hein, si on illustre, demain, on a tant d'hectares supplémentaires qui vont devoir rentrer en gestion dans le patrimoine ville en entretien. À quel moment la collectivité va devoir adapter ses marchés d'entretien et ou embaucher des nouvelles personnes et ou confier à une structure d'insertion l'entretien de ces espaces. Et tout ça s'anticipe et des fois, il faut 2 ans, 3 ans pour que ça se mette en place. Et donc, c'est maintenant qu'il faut poser ces questions. Deuxième exemple, peut-être Pascaline, sur l'aménagement du parc des Cascades, avec ici un enjeu singulier, peut-être un peu sur notamment la question hydraulique et du coup de gestion partagée. Oui, donc le parc des Cascades, donc effectivement, sera issu de la démolition de la dalle de Bussy et de la galerie Wagner. Et donc, c'est à la fois un ouvrage hydraulique, mais c'est aussi un espace public qui va faire l'objet d'une végétalisation renforcée, puisque effectivement, on a demandé des montants financiers complémentaires dans le cadre de quartiers résilients pour aménager tout cet espace, on va dire, qui est organisé du nord au sud et qui va faire une grande ouverture paysagère également. Et donc, en termes de gestion, donc, on va dire là, on est plutôt dans la partie après. C'est des espaces que la ville va devoir gérer, donc en partenariat avec Nîmes Métropole, puisque c'est un ouvrage donc, qui va être un ouvrage hydraulique, donc sous gestion de Nîmes Métropole, mais également un espace vert qui va accueillir des usagers, des habitants, et donc qui en partie voilà, est également un espace qui sera géré aussi par la ville. Donc effectivement, concernant cet aspect-là, on attend effectivement un accompagnement donc de votre mission sur ces sujets-là et voir comment ça se passe ailleurs par rapport à des conventions de gestion des espaces publics une fois qu'ils sont réalisés. Après, il y a la période pendant également de ces travaux. Donc là, il y a des gros travaux de démolition qui sont en cours, des périmètres de chantier qui vont s'organiser au fur et à mesure, qui vont générer des grands espaces qui vont rester vides pendant un certain temps, en tout cas inaccessibles par les habitants. Donc effectivement, il y a tout un travail qui a été fait avec Olivier Larochette et des marches avec les habitants pour identifier tous les cheminements à mettre en œuvre et tous les aménagements, on va dire, également qui accompagnent ces cheminements pour que les habitants puissent emprunter des itinéraires, en fait, on va dire fléchés. Il y aura des logos au sol pour bien les identifier. Donc, pour rejoindre tous les équipements en fonction des secteurs d'habitat les plus denses pendant ces phases chantiers, donc en imaginant qu'il va y avoir au sein du quartier Pissevin plusieurs chantiers, au moins 5 ou 6 chantiers qui risquent de partir en même temps. Donc, il y a tout un travail qui est fait à ce niveau-là et également un travail d'itinéraire également des camions de chantier qui a été identifié aussi par les services de la ville
pour effectivement essayer de répartir hein, les camions, les orienter tout de suite vers les grands axes, donc sans non plus, on va dire, dégrader les aménagements qui ont été faits récemment par le passage du BHNS, hein, de T2, donc au sein du grand axe du quartier Pissevin. Donc, il y a également un travail qui a été fait dans ce cadre-là et également des chartes chantiers, enfin une charte chantier hein, qui a été transmise à l'ensemble des partenaires et donc qui doivent également respecter pour organiser au mieux leur chantier. Et c'est ce qu'on disait dans le cadre de ce travail, c'est effectivement vérifier derrière que cette charte soit respectée, que les encombrants restent bien dans chaque périmètre de chantier et qu'on ne se retrouve pas effectivement à devoir gérer peut-être des déchets donc en plus sur les espaces publics. Merci. Et du coup, pour conclure, à l'issue des différentes étapes du diagnostic, on arrive à la priorisation des enjeux. Donc, on a bien ces 4 volets du diagnostic: le fonctionnement socio-urbain du quartier, le diagnostic de la gestion, les points noirs, les acquis, le diagnostic des moyens, qui fait quoi, quand, combien, où, avec quels moyens et quelles machines, ça coûte combien, et le diagnostic des impacts du projet sur la gestion. Et donc, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'il va falloir adapter, quels seront les moyens nécessaires en plus, peut-être les moyens nécessaires en moins à des endroits. Tout ça, à la fin, doit être synthétisé, aussi bien sur une approche, on va dire, thématique, quels sont les grands sujets qui sont concernés, qui remontent, et sur une approche plutôt territoriale et spatiale. Et notamment, on l'a vu, voilà, donc sur Pissevin, on a une complexité foncière, de topographie, etc., qui va être peut-être encore plus importante que sur Val-de-Gour. Là où sur Val-de-Gour, on a des sujets plutôt de gestion de l'attente, de gestion de friches, etc. Donc, on aura nécessairement des approches qui seront aussi territorialisées et spatialisées. Et derrière, une fois qu'on a sérié ces enjeux de manière thématique et spatiale, l'enjeu, ça va être de les hiérarchiser et donc de définir le bon niveau d'ambition et donc d'objectifs atteignables. Pourquoi j'ai souligné ce terme d'objectif atteignable? C'est que l'ambition, c'est aussi de fixer la barre au bon niveau. Je pense que clairement, trop souvent, on met la barre trop haut, on se casse le nez et à la fin, à l'époque, les démarches de GUP, aujourd'hui, les projets de gestion, on voit que le truc qui emmerde tout le monde parce que c'est là où on met le doigt sur tout ce qui fonctionne mal et c'est que du négatif. Et donc, à la fin, il n'y a plus personne qui vient à vos réunions de projets de gestion, etc. Donc, l'enjeu, c'est aussi de se donner des objectifs qui sont atteignables et visibles à court terme, notamment pour les habitants, pour que ce soit valorisant pour tout le monde. Et notamment valorisant pour les gestionnaires et pour le personnel de proximité, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que c'est souvent eux qui sont au front, qui sont confrontés aux difficultés. Hein, un gardien, un ripper, un agent en charge du nettoiement, du débroussaillage, qui vont être, j'allais dire, au même niveau que les habitants. Ils sont sur le terrain, ils sont confrontés tous les jours au quotidien. Et donc, tout l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de mettre en place des actions qui vont apporter des transformations de court terme et améliorer les conditions de vie pour les habitants et les conditions de travail pour les gestionnaires à court terme sur ces sujets clés qui vont être identifiés dans le cadre des diagnostics. Et tout ça, c'est un exercice qui est nécessairement collectif, cet enjeu de priorisation et de hiérarchisation, et qui est un exercice que l'on va faire tout de suite en atelier.